Salut tout le monde. On a la patate, c'est la fin d'année. Voilà, c'est le dernier épisode de l'année. Tout à fait. Salut Chris. Salut Fred. Comment ça va? Salut à tous. Est-ce que vous avez la forme comme nous? Une patate exemplaire. Voilà, en tout cas, on va essayer de faire amende honorable pour ce dernier épisode. Et en fait, je pensais qu'on allait faire un truc un peu chill, un peu détente. Et en fait, en préparant l'épisode, j'ai réalisé, et notamment en relisant la dernière Bar News, j'ai réalisé qu'en fait, on avait un sujet très porteur qui était les tendances de 2025. Puisque j'en parle dans la dernière newsletter. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, abonnez-vous immédiatement. Et voilà, ce que je te propose, c'est qu'on déroule ça un peu. J'en ai retrouvé quelques autres un peu à côté. L'idée, c'est pas non plus de faire un truc totalement exhaustif des tendances 2025, mais au moins d'en aborder quelques-unes qui sont évoquées en cette fin 2024. Avec plaisir. Voilà. Et première tendance, évidemment, vous l'avez deviné, c'est la Clear Ice. La fameuse. Elle ne nous quitte plus. Voilà, la Clear Ice. Tiens, j'ai un cube ici. Pour préparer l'hiver. Je vais le montrer, ouais. Hop là, oh, magnifique. Donc voilà. Donc la Clear Ice, évidemment, c'est la norme maintenant. C'est la vie. Et vous avez notre partenaire Ice Cube Company qui en propose à 50 centimes pièce. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on devrait faire un épisode sur pourquoi 50 centimes pièce. C'est pas cher en fait, malgré ce que ça peut paraître. Mais j'aime beaucoup ce flyer. Un peu néo-rétro, tu vois, style un peu vieille pub. Nouveauté pour les pros. Notre gamme classique disponible des 0,50 pièces. Exactement. Old Fashion, Collins, Perfect Tube. Vous le trouvez Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Cannes, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Clermont-Ferrand, bientôt Vesoul. Non, c'est très bien. Non, c'est non contractuel. Pas encore, ça doit être en cours. Non mais c'est chouette, c'est très clair au moins. T'as le mérite d'être hyper clair en plus comme flyer promotionnel. Exactement. Je cherche pas les infos. Donc merci à Ice Cube Co de nous accompagner sur ce podcast. Donc voilà, donc évidemment 2025 ne se fera pas sans Clear Ice, sachez-le. Et si vous en avez besoin, dites coucou à Julien de ma part. Voilà, chez Ice Cube Clear Ice Company. Voilà, de manière un peu plus sérieuse maintenant. Quoique on est toujours sérieux. Première tendance que j'ai vue, alors c'est peut-être très australien ou quoi, mais toujours est-il que j'ai vu passer cette info et que je pense qu'il est très représentative peut-être d'un état du marché quelque part ou dans certains endroits du monde en tout cas. C'est tout simplement en fait une grosse chaîne qui s'appelle Australian Venue Co, qui a à peu près 200 établissements en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, je vais grossir un peu pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et en fait, ce que la news explique, c'est que ils ont converti 20% de leurs tireuses à bière en tireuses à cocktail prêt à boire. Voilà, donc en fait, derrière cette réflexion, c'est que visiblement, dans une chaîne comme ça, qui a beaucoup d'établissements, ils ont noté qu'il y avait une demande vraiment pour les cocktails prêts à boire, les RTD, et que c'était tel que ça valait le coup qu'en fait une tireuse sur 5 soit dédiée à servir des cocktails désormais. Je suis pas sûr que ce soit forcément par la demande, tu vois, j'ai un autre avis là-dessus aussi, c'est surtout quand c'est des gros groupes. On pourrait comparer à plein d'autres groupes français, sans les citer, mais par exemple, je ne connais pas ce groupe-là et c'est peut-être pas les mêmes types d'établissements, mais par exemple les pubs au bureau qui ont quand même des grosses parties de bar à cocktail où il y a toute une équipe derrière, où il y a des gens qui font partie du bar depuis des années aussi derrière cette partie-là du groupe. Mais forcément, vu le nombre d'établissements et la complexité de recrutement, il y a un problème aussi de gestion en fait du bar. Et tu vois, de la qualité d'envoi, de la constance, de la régularité, tu vois, du coût, de la fiche technique, des dépenses. Et je pense que tu vois, ces gros groupes-là, ils le font davantage dans un but, je pense, économique. De staff. De staff, etc. Que parce qu'il y a de la demande d'un cocktail prêt à boire. Enfin, je pense pas que tu as un client qui vienne forcément dans un bar et qui dit est-ce que vous avez du mojito à la pression, tu vois. Ça viendra. À mon avis, clairement, ça viendra. Mais après, peut-être que dans cette zone-là géographique, c'est quelque chose d'implanté depuis longtemps. Mais je pense qu'en Australie, il y a quelque chose de culturel sur la RTD, les cocktails en canette et tout ça. Là, ce que dit l'article notamment, c'est une étude de CGA qui dit que 49% des consommateurs australiens optent désormais pour ce type d'offre lors de leur sortie versus 39% un an auparavant. Donc, il y a eu un bond de 10 points en un an. Où en fait les gens sortent dans des bars et sont ok pour boire un truc qui est pré-batché finalement. Mais clairement, je te rejoins. Je suis convaincu que en fait c'est
ça résout un problème clairement de sous-staffement. Après, il y a peut-être, c'est peut-être une réflexion franco-française que j'ai. Hein. Mais enfin, moi, de l'Australie aux US, ça doit être. Moi, dans ma réflexion de pourquoi le RTD aurait un avenir, c'est que clairement, ça permet pour tous les établissements qui n'ont pas le staff qualifié de proposer une offre de cocktail. Pour tous les établissements qui galèrent à recruter des gens qui savent faire des cocktails, ça fait qu'on peut malgré tout proposer une offre. Et puis finalement, après, mon premier point, c'est que sans doute, il y a aussi une demande pour des cocktails. Et s'il y a défaut de pouvoir les faire, si au moins tu en as un sympa on tap, c'est cool, quoi. Et puis en fait, c'est de manière très rationnelle. Au-delà du staff, c'est rapide à servir, ça rapporte probablement plus d'argent aussi. Donc en tout cas, le taux de conversion par rapport au nombre de tireuses, 20%, c'est énorme. Mais ouais, je pense que c'est 20% là que... sur une ligne, c'est beaucoup. Je me dis, si ça n'était qu'un problème de staff, en fait, tu peux aussi laisser que des bières sur tes tireuses, quoi. Alors, je parle pas de forcément problématique. J'ai plus la réflexion de me dire, je prends l'exemple de plein de bars, même en France, qui sont des super bars à cocktails, ils n'ont pas un problème de staff, mais pour certains eat drinks, tu vois, plutôt que de s'emmerder à aller à chaque fois les faire, etc., ils ont vraiment mis au point. Et il y a un très grand professionnel en ce moment qui travaille beaucoup avec certaines marques et qui instaure ce système-là. Les systèmes de pression autonomes, qu'on peut reconditionner, parce que le keg qu'on jette, etc., c'est quelque chose qui est pas concevable, mais en tout cas avec du keg que tu peux remplir, mais sur certains cocktails, c'est-à-dire sur 10 cocktails, t'en as peut-être un ou deux de batchés. Mais pour ça, il faut déjà avoir un système de tireuse. Sinon, ça te fait rajouter une grosse machine, etc. Mais le taux de conversion, en tout cas, passer à 20% de plus, c'est très très rare. Et en France, je sais pas si on arriverait à prendre 20% des espaces de ligne aujourd'hui sur des cocktails. Pas sûr. Pas tout de suite, en tout cas. Mais ça viendra, je pense. En tout cas, moi, je suis convaincu que plus il y aura de l'offre, plus le switch sera facile. Et puis aujourd'hui, tu vois, t'as un bar comme The Honeymoon qui s'est basé là-dessus. T'as, je le salue, la Maxence, qui est requin cocktail là, à La Rochelle, qui développe ça à mort, tu vois. Donc il y a... Enfin voilà, sur les événements, moi je l'ai observé aussi dans ce sens-là aussi, typiquement, moi qui suis un familier du Hellfest depuis 2 ans, ils ont entré une offre de cocktail sur le site même du festival via du cocktail on tap. Et tu avais fait un Distillcast là-dessus avec... Exactement, avec Marjorie. Avec Marjorie. Donc voilà, s'il y a, je pense sur l'événementiel, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses entre le staff, l'événementiel et tout qui marche bien, qui peuvent laisser penser à dire que oui, il n'y a pas de raison qu'en 2025 ça ne se développe pas davantage. Intéressant de marquer en commentaire aussi. N'hésitez pas à noter en commentaire peut-être vos prévisions là-dessus. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes pour, contre, sans forcément argumenter, mais voilà, mettre un petit pouce et dire si vous êtes pour, contre, si vous pensez que c'est quelque chose qui va augmenter ou au contraire c'est un truc qui va être une tendance extérieure, par exemple à l'Hexagone, et qui va pas avoir de pénétration finalement chez nous. Je serais curieux de connaître l'avis des gens. Et voilà, si je devais conclure, je pense de toute façon que ça s'inscrit aussi dans une offre un peu mixte. On a publié sur Bar News une interview de Nicolas de Cambridge, là, et qui rappelait le côté aussi qu'ils travaillent beaucoup sur le pré-batch, mais il y a quand même aussi une part de clientèle qui vient pour le spectacle. Quand on va au bar, il y a les drinks évidemment, mais il y a aussi le côté, il y a un mec qui shake, tu vois, voilà. La théâtralisation. Exactement. Bref, à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme tendance que j'ai vu passer ? Alors des tendances plus sur les saveurs qui seront tendance potentiellement. Donc là, c'est une boîte qui s'appelle Flavorman, qui est basée dans le Kentucky a priori, et qui elle prédit que l'an prochain, il y aura un grand essor des saveurs exotiques comme la noix de coco, la papaye, le fruit du dragon. Voilà, j'ai vu aussi des choses sur les notes épicées. Alors j'ai l'impression que c'est un peu des prédictions qui reviennent en fait depuis 2 ans, 3 ans. Donc je sais pas, toi peut-être avec ta vision plus terrain ou quoi, est-ce que ça te parle ça, ou c'est juste en fait on peut dire pêche, on peut dire banane, et en fait, ça veut rien dire. J'ai envie de revenir au podcast qu'on a fait sur les études. D'où vient cette prédiction ? Est-ce
C'est Flavorman. Est-ce la voix du ciel qui est tombée et qui a dit demain ce sera coco, après-demain ce sera mangue. Les études de tendance sur les styles, les goûts, les couleurs, par exemple, ça se fait beaucoup dans l'univers de la mode, beaucoup dans l'univers de la parfumerie ou autre. Maintenant, je pense que celui qui, le 21 décembre, j'extrapole, attention mon propos, je préviens, je vais partir en live, comme d'habitude. Celui qui a bu sa pina colada le 20 décembre 2024, il va quand même en avoir envie, à mon avis, le 17 janvier 2025. C'est pas pour autant qu'il va passer à autre chose. Est-ce qu'on aura une tendance qui sera plus appuyée? La tendance, elle sera appuyée que si nous, dans notre travail au quotidien, finalement, on tape un peu plus sur ces saveurs-là. Si les marques vont un peu plus dans ce sens-là, si on développe davantage de Spice Rum l'année prochaine, si on développe davantage de gin avec justement de la main de Bouddha, de la pitaya, toutes ces choses-là, etc. Ou d'autres fruits qui n'ont pas de goût, comme la carambole, par exemple. Je voulais pas vexer le producteur de carambole, désolé. Mais en réalité, moi, les tendances sur ces saveurs-là, je suis toujours un peu sceptique, faut voir. Après, ça peut être parce que là, c'est pas propre au cocktail, hein. C'est de manière générale, on insiste là-dessus. Donc, l'agroalimentaire, tout ce qui est FMCG, etc., sont énormément basés aussi sur ces tendances. Je connais pas la source. Moi, j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens aussi là-dessus, mais bon. Alors, la source. Moi, c'est un article sur un média australien qui reprend une étude d'une boîte basée dans le Kentucky. Ok. Mis en ligne par un mec qui est situé en Belgique et qui a été relayé par un mec à Paris. Par une newsletter française. Voilà. On a la traçabilité. Moi, je suis ça, toujours, mais. Non, mais c'est intéressant. Moi, je suis très plutôt à croire que la tendance, c'est ce que tu vas proposer. Voilà. Il peut y avoir des trends plus macro où, je sais pas, peut-être, la cuisine asiatique est tendance ou je ne sais pas, ou tel type de. Et du coup, les gens se dirigent vers ça ou ça. Néanmoins, si tu as un bar qui propose un certain type de choses, les gens ils consommeront ça aussi. Donc, c'est un peu ça. Alors après, est-ce que le bar en lui-même va faire que la tendance ou l'attraction vers ce type de saveur-là va aller pulluler autour dans le quartier, dans la ville, dans la région, à l'échelle nationale? C'est encore un autre débat. Mais les tendances de saveurs ne viennent, à mon sens, que des prescripteurs qui ont la main dessus. Cuisiniers, bartenders, parfumeurs, modistes, illustrateurs de textiles, de tout ce que tu veux à la finalité. On a des commandes sur certaines choses particulières. Je me souviens d'une année, en parlant de tendance d'ailleurs, ça remonte à tu sais, Fred, à l'époque où j'ai commencé le bar, à l'époque où le bar était pas fun. Alors, à cette époque-là, il était une fois un brief reçu par une maison qui faisait un spiritueux. Et nous avons reçu un brief qui était: nous avons besoin de créer une gamme de cocktails sur une drink stratégie sur les thématiques violette. Violette le goût ou violette la couleur. Ok. Attention. Violet jaune, épices rares et bois précieux. Il nous faut 8 recettes. Merci beaucoup. Cordialement. Et on leur dit, très bien, mais pourquoi? Pourquoi, oui. Réponse, car ce sont les tendances des 2 prochaines années. Mais les tendances de quoi? Les tendances dans l'univers du luxe, bien entendu. Donc, il y a, je pense que beaucoup de ces prévisions sont des choses de la tendance, mais qui ne font pas partie des biens agroalimentaires. C'est pas de la consommation. Du coup, j'ai envie de conclure. Ces tendances de saveur n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. C'était une instant croyance. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous dire si ça vous influence de savoir si on vous dit cette année c'est coco et papaye, est-ce que vous allez de facto créer un cocktail à la noix de coco et papaye, ou est-ce que vous en foutez? N'hésitez pas à nous dire ça. Qu'est-ce que j'ai ensuite en stock? On continue, on déroule. Premier épisode qu'on a fait ensemble, on a parlé notamment du Bacardi Cocktail Trends de 2024. Eh bien, il y a celui de 2025 qui est sorti tout récemment. Et l'an dernier, c'était le Gin Tonic qui était le cocktail le plus populaire selon cette étude réalisée par les ambassadeurs de Bacardi. Et cette année, qu'est-ce que c'est suspense? C'est le Mojito
qui reprend la position de number one devant Margarita et Spritz. Le gin tonic, il a pris 4 places. Et voilà, et le gin tonic est passé Il a perdu 4 places, pardon. Donc voilà, petite évolution, je sais pas. J'ai envie de dire que ça, dans les bars français, j'ai envie de dire que ça change rien. Pardon, on servira toujours des mojitos. Oui, non, je scotche sur un des cocktails. Mais par contre, Margarita, ouais. Ça c'est pas franco-français, je pense. C'est international, hein, je précise. Parce que, oui, je pense si c'était une étude sur la France, je crois pas que la Margarita ressortirait là. Puis nous, on aurait, en position 6, nous, on aurait peut-être écrit Cuba Libre. Ouais. C'est vrai. C'est peut-être ça. Mais dans les martinis puissants, effectivement, je confirme, moi, c'est pas une étude qui est basée avec un maximum d'influence de chiffres français. Voilà, en termes de saveur, parce qu'il parle aussi de saveur, alors oui, c'est le café, les saveurs de saison, voilà. Mettez-y ce que vous voulez. Et le épicé. Donc épicé, moi, c'est un truc que j'ai l'impression de revoir chaque année. C'est large surtout. Ça se pas beaucoup parce que entre les épices pimentées, les poivres... Je l'interprète du côté piquant. Voilà. D'accord. Pas... oui. Piquant, oui, effectivement, que le picto est assez clair. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce rapport, ce nouveau rapport? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce qu'il y avait juste au-dessus? Je suis désolé, je t'interromps, mais... Pas de souci. C'est quoi? Most unspecified cocktail experience, celebrating moment don't matter. Bon, ça, c'est les points où à chaque fois dans ces rapports, il me faudrait 3 paragraphes pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Ouais, l'interprétation. Voilà, c'est un peu, j'ai un peu le sentiment des fois que c'est un peu des phrases un peu vides. Mais on peut remarquer que Paris est plus attractif que Miami pour aller déguster un cocktail. Carrément. À voir est-ce que ça se traduira dans les prochains classements ou pas. Il faudrait qu'on interviewe une agence de voyage pour voir le flux, savoir s'il y a plus de gens à Paris ou pas. Mais voilà, sinon il y a toujours le truc qui revient en permanence, là, c'est de dire que tequila, mezcal, c'est en croissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe essentiellement outre-Atlantique, hein, clairement. Mais ça vient en Europe aussi, petit à petit, à voir dans quelle mesure c'est limité ou pas. Mais par exemple, il y a Teremana, la tequila là, de The Rock qui arrive en France, l'an prochain. Donc voilà, et qui sera distribué même en grande distribution. Donc, ah oui, d'accord. Donc la stratégie n'est pas de construire l'image, mais d'aller récupérer du volume direct. Donc voilà, il y a des ambitions à ce niveau-là. Après, ça c'est quelque chose, on va en reparler. C'est tout ce qui est autour du Nolo. Bon, ça pareil, ça revient dans tous les trucs de tendance depuis plusieurs années. Mais j'ai d'autres liens là-dessus pour étayer encore davantage tout ça. Et voilà. Donc, bref, si vous voulez voir le truc Bacardi, c'est linké dans la dernière Bar News. Voilà, vous avez l'infographie et la présentation complète. Tendance suivante, on passe sur quoi après? Donc on a vu les saveurs, on a vu les cocktails on tap. On va passer à la partie, je pense qui est peut-être la partie la plus grosse, moi qui est vraiment, qui transparaît le plus dans tout ce que j'ai vu jusque-là. C'est l'OABV ou le sans-alcool. Donc là, on est sur une étude de AB InBev, de Budweiser Brewing Group, plus exactement, au UK et en Irlande, qui a réalisé une étude et qui, en fait, montre que, au-delà même de Dry January, qui arrive le mois prochain, on a une tendance même de croissante, notamment chez la génération Z, de gens qui, en fait, démarrent là dès les vacances de Noël, quoi. Le dry, tu veux dire? Ouais. En gros, c'est ça que dit l'étude. C'est qu'il y a 78% de la génération Z qui prévoit de commencer le dry January dès le début des vacances de fin d'année. Contre seulement 6% des baby boomers. Donc on voit qu'il y a aussi un gap générationnel en termes de consommation et d'intention. Donc voilà. Donc il y a clairement chez les plus jeunes... je sais pas si c'est acté ou quoi. Après, si je devais mettre un peu de nuance là-dessus, c'est qu'on voit aussi beaucoup dans ces études-là qui sont souvent faites a priori,
où en fait on est sur des intentions. Et quand vous avez l'étude après, a posteriori, est-ce que vous avez vraiment suivi vos intentions? Et ben en fait, tu découvres que les trois quarts, en fait, ils ont lâché l'affaire. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais est-ce peut-être une occasion de raconter la petite anecdote que je t'ai contée par message l'autre jour concernant cette étude de bière? Mais vas-y. Vas-y, partage avec tout le monde. Non, mais c'est vrai que les études, c'est quelque chose, je pense, qui est important pour avoir des grandes lignes et des vraies tendances. Mais ça tombe bien que tu présentes quelque chose justement issu de la newsletter qu'on rapport avec la bière, parce que j'ai eu récemment une expérience qui quand même ne fait que confirmer le doute que j'ai de la fiabilité et de la pertinence de ces grosses sociétés avec ces gros chiffres et ces conclusions. Je me fais arrêter dans un quartier parisien en plein après-midi. Il devait être 15 heures. Je traverse dans ce quartier rue semi-piétonne, beaucoup de monde, et je me fais aborder par une dame qui me dit: bonjour monsieur, on fait une étude, etc. Comme pas mal de gens des fois te démarchent, etc. C'est une étude sur les boissons, etc. Du coup, je me dis bien sûr. Je vais répondre, ça m'intéresse, je suis très curieux. Ah venez avec moi parce qu'il y a une dégustation. Est-ce que vous êtes majeur, etc. Donc déjà, je l'ai bien pris, j'ai trouvé ça très sympa de sa part de me demander si j'étais majeur. Je sais, peut-être je fais pas trop mon âge, mais à ce point-là, je lui ai dit qu'elle abusait un peu. Et elle me dit, suivez-moi. Bon, donc du coup, je suis cette dame à travers un Porsche, etc. J'ai trouvé déjà la démarche était un peu bizarre parce qu'elle m'a pas trop parlé. Mais je lui dis, suivez-moi, puis elle est partie. Donc voilà, peut-être crédule. Et j'ai suivi du coup cette dame, on était dans un étage, je recroisais d'autres personnes qui descendaient, etc., l'escalier. Et dans l'escalier, elle me dit: oui, du coup, vous avez quel âge? Et ça, donc je lui donne quelques informations, j'ai 42 ans, etc. Et puis on arrive dans une salle, grande salle, avec des espèces de petits casiers, ou avec des ordinateurs, des verres, des petites biscottes, etc. C'était une étude en fait consommateur. Et c'était une étude sur la bière. Okay. Et donc quand je m'assois, du coup je me retrouve avec du monde autour de moi, etc. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans les spiritueux. Et du coup, elle fait: non mais on va dire que vous travaillez dans le commerce de manière générale parce qu'on n'a absolument pas le droit et bon, on a déjà du mal à avoir assez de monde pour cette étude, donc on va dire que vous travaillez dans le commerce de manière générale. Hein. Donc vous cochez bien commerce. On va dire que t'es Gen Z aussi. Exactement, commerce Gen Z. Donc, forcément, bon, alors, je passe la dégustation, bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai bien sûr vu, puisque les fûts duquel ils tiraient la bière étaient absolument pas cachés. Donc, ils avaient pas le droit de nous dévoiler la marque, mais en même temps, le claustrat, il était transparent, donc bon, c'était pas très claustrat. Mais du coup, forcément, je suis parti de là, et je me suis dit, ok, c'est-à-dire que là, l'objectivité, bon, je suis une personne parmi peut-être des centaines qu'ils ont interviewé, mais je me dis, s'ils sont pas censés aller choper ce segment-là, il y a peut-être d'autres segments qui sont passibles et qui galèrent. Donc, forcément, j'ai toujours un petit peu un doute, moi, sur ces chiffres, etc. En revanche, pour travailler avec beaucoup de maisons aujourd'hui en France, et des brasseurs et des super maisons aussi qui font du cidre comme Thilo, par exemple, qui sont à fond dans l'innovation et qui sont top. Du cidre au houblon. Ouais, cidre au houblon, ils font plein de choses, ils font des innovations de dingue, ils font un cidre sans alcool, ils font de IPA. Ouais, ils bossent sur plein de choses en plus qui sont vraiment cool. Ils ont plein de surprises et ils font du cidre IPA aussi, enfin ils font plein de choses. Et on sait que le sans alcool, c'est plus quelque chose qui devient tendance. Par exemple, dans leur industrie, dans certaines industries là, tu te dis pas il me faut une blonde et puis une brune. Non, il me faut une blonde, une brune. Il me faut un truc IPA, il me faut un truc plus houblonné, il me faut un truc plus amer, et il me faut un sans alcool. Voilà, c'est dans la gamme, il faut que tu intègres en fait du sans alcool. C'est plus devenu vraiment quelque chose qui est un plus. On est très loin de la génération Tourtel. Qui a fait un comeback qui en a super bien profité, etc. Mais effectivement, je pense que dans la partie bière, encore une fois, on n'aborde pas la partie spiritueux parce que je veux pas que tu t'énerves, mais ne prononcez pas spiritueux sans alcool, s'il vous plaît. C'est pas possible, ça marche pas. Pas devant Fred, du moins. Ou courez vite, au choix. Mais en tout cas, dans l'univers de la bière, ça fait partie de la gamme de manière incompressible. Ouais, maintenant, comme tu dis, la génération, on verra au mois de février. Exactement. En tout cas, bon, ça transparaît quand même beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est qu'il y a un climat plus général, et d'ailleurs, je vais peut-être montrer une autre source, mais
On parle de plus en plus aussi un terme qui réapparaît de néo-prohibitionnisme, qui en fait aussi montre qu'il y a une tendance peut-être plus de fond aussi de je sais pas, de diabolisation de l'alcool. Enfin voilà, on a l'OMS qui en 2023, il me semble, ou peut-être même dès 2022, qui a mis à jour ses recommandations en disant que aucune quantité d'alcool n'est saine. T'as le Canada qui a revu aussi ses recommandations. Enfin, vous voyez, quand on vous dit pas plus de l'alcool, c'est pas plus d'un verre par jour, c'est ça? Et c'est pas tous les jours. Enfin, il y a un truc comme ça en France. Au Canada, on est passé d'un discours un peu similaire, voire même c'était peut-être 10 drinks par semaine ou quelque chose comme ça, à 0. C'est genre, non, maintenant c'est 0. Il y a pas de quantité. OK. Ce qui est assez contradictoire, où il y a quand même des États au Canada où même les drogues dures sont autorisées quand même. Tu vois, il y a un côté aussi qui est très contradictoire en fonction de certains pays, hein. Mais c'est vrai, hein, c'est le cas. Enfin, en tout cas, dramatique. On parle de néo-prohibitionnisme, pas facile à dire. C'est vrai. On a des discours beaucoup dans ce sens-là. Donc là, j'évoquais le Canada. Là, tout récemment, là, ça date de fin novembre, on a la Finlande qui a aussi passé de... c'était, je crois, 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes à 0. Voilà. Directive gouvernementale, c'est 0 maintenant la quantité recommandée. Donc il y a quand même tout un pan comme ça qui fait que, enfin, je sais pas, toutes les briques s'imbriquent. Ouais, je te suis. Et voilà. Donc, tendance qui, je pense, ne va pas se calmer en 2025. Voilà, si on revient un peu à nos moutons. Si on va sur des choses que je trouve plus intéressantes que juste d'évoquer ça. C'est dans un podcast récent là, de SoWine, les SoWine Talks, où ils font un peu un bilan sur justement les tendances de consommation du sans-alcool. Il y a 2 termes que je trouve très intéressants. Un que j'ai déjà vu passer qui s'appelle le zebra stripping. Je ne sais pas si tu es familier de ce terme. Absolument pas. Donc en gros, c'est une tendance de consommation où apparemment, et notamment les plus jeunes, maintenant quand ils vont dans des bars, ils vont en fait prendre un verre avec alcool, un verre sans alcool, un verre avec alcool, un verre sans alcool. En fait, ce qu'on fait nous en buvant un verre d'eau entre chaque. Voilà, donc en gros, voilà. Faire une alternance. Sauf que là, on peut imaginer que si on parle de manière plus générale, où on n'est pas dans un bon bar à cocktail, où tu as un verre d'eau et tout, mais que tu es dans un pub, ça veut peut-être dire que tu prends une pinte, un coca, une pinte, ok, zébra. Un Perrier, j'en sais rien. Mais voilà, zebra stripping, donc en gros, des tendances de consommation aussi un peu comme ça, un peu hybride, où on continue à boire de l'alcool, mais en même temps, on le fait différemment. Donc, premier terme intéressant, hein, si vous ne le connaissez pas, donc c'est zebra stripping. Et un autre, alors là, que j'ai découvert dans ce podcast, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs, qui s'appelle le book ending. Et là, en fait, il s'agit en fait soit de démarrer et de conclure ta soirée par un sans-alcool, ou simplement de conclure ta soirée par un sans-alcool. Donc, l'idée de book ending. Voilà. Ça me fait marrer. Moi. Mais non, mais ça me fait marrer. Non, mais en fait, est-ce qu'on théorise des choses Tu rentres chez toi, t'as bu un verre d'eau avant d'être couché pour pas avoir mal au crâne. Et du coup, t'as mis un nom sur quelque chose. Tu as fait du book ending parce que t'as terminé ta soirée par un verre d'eau. Je ne sais pas. C'est marrant. Mais c'est drôle c'est drôle que ce soit nommé. C'est que toi, tu le vois comme ton bon sens de professionnel où effectivement tu bois de l'eau en rentrant chez toi ou quoi. Là, je pense que c'est plus une prise de conscience plus mainstream où c'est dans le bar même. Tu sais, ah tiens, ça c'est mon dernier verre et après je vais prendre un sans alcool quoi. Ce qui me paraît un peu capillotracté, c'est que d'une action finalement comme soulever une tasse. C'est quelque chose. Hop, j'ai fait ça à la vôtre. J'ai créé quelque chose parce que j'ai fait un santé sans alcool, donc du coup j'ai créé un soft cheers syndrome, tu vois. Et donc du coup j'ai lancé une tendance sur quelque chose
Et pourquoi tu vois soft cheer. tout de suite aller Un soft cheer au café. Soft cheer. Voilà. C'est pourquoi aller. C'est marrant, hein, mais du coup, on cherche. C'est là où moi, je suis pas inquiet, mais du coup, je suis perplexe sur le fait d'aller chercher de l'identité à quelque chose qui finalement. C'est même pas une question finalement de bon sens, c'est quelque chose que beaucoup finalement font, tu vois. Jeune, pas jeune, il n'y a pas que la Gen Z, il n'y a pas que les demi-vieux comme nous ou les plus vieux comme nos parents. Mais en fait, pourquoi forcément aller nommer ça? C'est ça, aller chercher de la norme. Et on sait que les nouvelles générations ont un besoin d'aller appartenir à des communautés, d'aller t'identifier à quelque chose, etc., etc. Mais maintenant, c'est même dans les pratiques. C'est là où c'est fou. Avant, c'était plus, je vais appartenir à ce groupe de personnes-là, mais je vais appartenir à ce groupe de personnes-là, mais en même temps, j'ai telle pratique, et cette pratique-là, ça fait partie d'une autre communauté dans la communauté ou dans une autre communauté, et du coup, je ritualise finalement un acte de bon sens. Et là où j'ai un peu peur, moi, quand je lis ce genre de choses-là ou quand j'écoute ce genre de choses-là, merci de nous le relayer en tout cas, je trouve ça top. Voilà, moi, je ne suis que le messager. Oui, mais tu relayes le message. Merci à ça, merci à l'équipe de SoWine aussi. Là où j'ai un peu peur, c'est que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va stigmatiser les gens qui ne font pas partie de ce mouvement-là? C'est-à-dire, je ne fais pas partie du book ending, mais j'ai fait du book beginning, parce que j'ai pris que mon verre d'eau au début. C'est con à dire, mais je mets un peu des guillemets, et je pense qu'une sensibilisation doit être faite aussi de la part des prescripteurs là-dessus. Pas que même, tu vois. Si je me fais l'avocat du diable, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui sont stigmatisés, c'est ceux qui ne boivent pas d'alcool. C'est le discours. Oui, mais ça commence, je trouve, et si je peux me permettre. On inverse les rôles. Ça commence à changer un peu. Tout doucement. En tout cas, bon, c'est intéressant. Moi, je trouve intéressant qu'on mette un nom à des pratiques et après, tu vois, c'est facile d'échanger après sur des choses comme ça. Je suis pas persuadé que ça fait aussi autant partie du sens, du bon sens commun des gens et que là, il y a peut-être un côté plus conscientisé où si tu as vraiment cette démarche, ah tiens, je viens de prendre une pinte, je vais prendre un Perrier après et après, je vais reprendre une pinte. Tu vois, il y a Enfin, je sais pas. Moi, en tant que demi-vieux, t'as bien aimé ça, on va le garder. Je n'ai jamais pensé comme ça auparavant. Donc voilà, je suis épaté si vous, plus jeunes, qui peut-être écoutez ce podcast, vous réfléchissez comme ça. Voilà. Félicitations, vous êtes plus mature que Fred. Commentez, dites-nous, est-ce que c'est du bullshit marketing? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est juste des choses qu'on voit dans les presses des grands groupes? On vise pas la pratique, hein. Mais dans ma réflexion, ma réaction n'est pas sur la pratique et sur l'identification de quelque chose qui effectivement me paraît être juste du bon sens ou aussi une consommation responsable finalement. C'est totalement ça. Mais très intéressant. Hâte de lire les prochains noms donnés à ce genre de pratique. Voilà, on va être à l'affût. Donc voilà, petit chapitre low ABV, on va dire, no alcool et low ABV. Autre tendance maintenant que j'observe, que j'ai vu, que je vois remonter, c'est notamment on a toute cette idée de premiumisation qui est toujours omniprésente. Là, ça fait maintenant, ça doit être depuis le Covid en fait qu'on en parle beaucoup. Là où je sens qu'il y a peut-être une accélération, peut-être, je ne sais pas, c'est qu'on en arrive à ce que, mettons, un gros groupe comme Diageo crée carrément une entité dédiée luxe. Voilà, on voit notamment, tu vois, depuis quelques années, on voit vraiment le cheminement, notamment des maisons de cognac ou quoi, qui basculent dans, genre, on fait plus des eaux de vie, on fait des produits de luxe. Donc là, on a Diageo qui a mi-novembre a annoncé la création du Diageo Luxury Group qui va agréger ces marques luxe. Donc voilà, c'est un step encore plus haut. Qui pour moi est peut-être aussi motivé par peut-être ce qu'on se disait avant de peut-être baisse de la consommation d'alcool et du coup on bascule sur ah bah tiens on va aller sur des trucs qui font le plus de marge, j'en sais rien, on va changer de paradigme, on vend plus des spiritueux, on vend des objets de collection, je ne sais pas, enfin tu vois, il y a peut-être un shift un peu plus global comme ça.
Donc voilà, ça c'est juste pour un peu représenter cette news. Et il y a juste un petit paradoxe peut-être, c'est qu'en parallèle, je relais aussi des actus où tu vois qu'en fait le marché des enchères, mettons, donc quand on parle de luxe, le marché des enchères, lui, il se porte pas super en fait dernièrement. Avec là, je relayais un truc où une vente aux enchères à Hong Kong où des bouteilles de Macallan n'ont pas trouvé preneur au prix minimum. Donc on voit que voilà, il y a un petit frein aussi à ce niveau-là. Tu avais une étude de Whisky Stat qui énonçait qu'il y avait eu une chute de moins 10% des transactions sur le mois de novembre là, de cette année. Ou même j'en ai vu une autre de Noble Co. Qui rapportait carrément sur du scotch des ventes sur moins 40 sur les bouteilles à plus de $1,000. Oui, c'est ça, $1,000, 1000 pounds même. Donc voilà, donc il y a un peu je ne sais pas, il y a un côté une premiumisation, de l'autre côté, on voit tout ça fait face à une situation plus de contexte économique difficile où en fait les gens ont pas forcément, justement pas de thunes à mettre d'avant. Enfin bref. Mais voilà, en tout cas. Après, peut-être une réponse aussi concurrentielle. Tu vois, quand moi je vois ça, par exemple, donc là c'est sur le site et le communiqué de Diageo directement. Diageo, ils ont toujours été un peu, alors, je vais pas dire les premiers, mais typiquement à l'époque avec leur pôle de spiritueux premium et en particulier mixologie qu'ils avaient nommé Réserve, c'était un vrai département à part entière dans la société. Il y avait des gens qui étaient dédiés à ce portefeuille-là, qui ne travaillaient que sur ce portefeuille-là, etc. Et c'était un portefeuille qui contenait surtout plusieurs typologies de produits. De la liqueur, de la tequila, du whisky, du rhum, du gin, etc. On les connaît, ces marques-là. Puis ça finit par disparaître, finalement, ce portefeuille. Et moi, quand je vois ça, moi, ça m'inspire un autre groupe qui concrètement est en frontal, dont ils viennent de se séparer, la joint venture, effectivement, en France, avec Emash. Est-ce que c'est pas aussi une réponse au développement et aux injections de budget colossaux qu'ils ont fait avec Sir Davis? Typiquement, le whisky en partenariat avec whisky de Beyoncé. Eminente, etc., où finalement il y a quand même alors et puis Hennessy si quand même, où il y a et je te rejoins, il y a la vente où on dépasse le liquide et où on vend un vrai objet de collection. Ça, je te rejoins là-dessus. Et je pense que ces sociétés-là, sur ce segment de le mot premiumisation, ça fait honnêtement, ça fait 15 ans que je l'entends et qu'on le serine dans toutes les sociétés, etc. Donc, je pense que c'est même un autre stade. On arrive à de l'hyper-premiumisation. Là, on s'attaque à un segment qui dépasse le segment du super-premium. On est vraiment dans la dimension, vraiment, comme ils le disent, en fait, vraiment luxe, où on parle plus de bouteilles, c'est des carafes, voilà, on vend vraiment de l'objet. Et où... Quand tu relais des actus là-dessus, le liquide est totalement secondaire. On parle plus du verrier, de baccarat, le partenaire artistique, du cristal. Voilà, là on est sur Mortlac, là on est sur du bouteille designée par Stark. C'est joli. Donc voilà, on est sur un objet. En fait, il pourrait y avoir de l'eau dedans. C'est à peu près pareil. De l'eau du bain d'un influenceur écossais. Mais voilà, mais en tout cas, il y a là, c'est un exemple un peu typique là que j'ai vu ces dernières semaines. Mais globalement, tu vois systématiquement quand il y a une revente de marque dernièrement, c'est justifié par on se recentre sur notre portefeuille premium. Ouais. La limite à cette réflexion, c'est que si tu vends, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui achète. Donc celui qui achète, visiblement, il se ressent pas sur son premium. Donc il y a peut-être une limite à ce discours, mais en tout cas, à chaque fois, 100% des ventes, des acquisitions, des sessions que j'ai pu relayer dans Distill News depuis le début, c'est à chaque fois, on se refocus sur le premium. Voilà. Donc, mais vu qu'il y a des acquéreurs derrière, il y a aussi visiblement des gens qui font le chemin inverse. Bref. Il y a un business case derrière tous ces carafes. Ouais. Pas oublier, ça doit être quelque chose de rentable. J'espère. Au prix de la bouteille. Voilà. Bon, c'est pour des happy few, potentiellement. Qu'est-ce que j'ai de beau ensuite ?
Je voulais peut-être pour conclure, juste j'avais des petites datas. Alors ça revient un peu sur le Nolo, mais il y a Wine Paris là qui a lieu en février prochain, qui a fait une conférence de presse. Là, c'était quoi? C'était tout début décembre, et qui a partagé quelques datas sur aussi la montée en puissance, on va dire, avec des guillemets quand même, sur la modération et le sans-alcool. Avec cette nuance toujours de se dire on voit des croissances, des beaux graphiques qui disent que ça monte, mais ça reste une portion infime des volumes globaux, hein. Quand bien même on va te dire que le segment a triplé depuis 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, il a triplé mais en partant de zéro en fait. Donc même en triplant, il représente toujours potentiellement même pas 1% du marché. Donc voilà. Néanmoins, on voit que l'offre se développe parce que, toujours en parlant de Wine Paris, là je reprends leur dossier de presse. Je suis désolé, mais. Ouais. Dis-moi. Je suis désolé, je réagis à chaud. Hein. Vas-y. Chers amis auditeurs, vous ne pouvez pas le voir. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vais vous décrire ce qu'on a comme image pour agrémenter ce sujet quand même hautement important. C'est quand même je suis désolé, hein, c'est quand même Wine Paris. C'est quand même un sujet qui est sérieux. C'est une société qui est sérieuse. Je pense que le choix de la photo. Café de Paris, bleu, blanc, rouge. Ouais, mais non en fait. Bref, regardez sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas le voir. C'est 3 pseudos entre la verre à vin et la coupe de champagne remplie à moitié avec un liquide bleu transparent, sans glace, sans rien, avec un stick en plastique. La même chose en jaune jus de citron préfet et un truc rouge. Pardon, je suis désolé, hein, je te coupe dans. J'ai été, pardon. Vous voyez, c'est pas un truc préparé. Hein, je l'avais pas vu. J'avais pas cliqué sur le lien avant l'enregistrement du podcast et j'avoue que je suis. C'est la réaction spontanée. Ah pardon, je suis outré. Alors moi, je t'avoue, je regardais le texte, j'ai pas du tout regardé l'image. Je suis désolé, je t'écoutais, mais en fait, quand t'as affiché, je la vois. Pardon, je te laisse parler. Excuse-moi, bon. Excusez-moi pour cet interlude. Donc Chris n'est pas fan de la forme. Parlons du fond, du con. Oui. Du con. Parlons du fond. Wine Paris, donc, qui annonce dans son dossier de presse que donc la partie Bispied toujours se développe, hein, comme chaque année, et elle enregistre une progression de 47% des producteurs de boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées qui sont inscrits par rapport à l'année dernière. Donc on voit que sur un gros salon comme ça, la part du sans-alcool ou du low-alcool gagne du terrain aussi sur une partie comme B-Spirit qui elle-même s'étend chaque année de plus en plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, c'était ce chiffre-là. Donc à date, il y aura potentiellement 18 exposants sur le pavillon craft, donc qui est dédié aux boissons artisanales potentiellement. Il y aura 18 exposants de spiritueux et 11 exposants de Nolo. Ça veut dire que ça nous fait 29 exposants là, en tout cas au moment de la publication du dossier de presse. Et t'en as un bon tiers, même plus d'un tiers, qui sont donc des sans-alcool ou des low ABV. Donc voilà, donc une petite pierre en plus dans l'édifice que je montrais avant. Enfin voilà, moi ce que je nuance toujours là-dessus, c'est aujourd'hui l'offre, elle grossit clairement, c'est objectif. À voir est-ce que la demande est similaire. Voilà. Donc l'avenir nous le dira. Mais voilà. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, puis j'avais juste, en restant toujours sur Wine Paris, je regardais en fait le nombre d'exposants en fait dans leur catégorie boissons sans alcool ou low ABV. Et en fait, quand tu es sur le site, donc ça prend en compte tout ce qui est vin aussi. Alors il est où le chiffre? 161 exposants visiblement qui proposent du sans alcool. Dans leur portefeuille. Ouais, le vin sans alcool, j'ai eu la chance de goûter certains vins sans alcool. Ouais. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Alors, j'ai aucun input là-dessus. Eh ben, j'en prendrai. On fera une dégustation de ça un jour si tu veux. Moi, je découvre plutôt la bière sans alcool dernièrement. Et
Et je suis convaincu que c'est peut-être la catégorie la plus convaincante dans le domaine. Indéniablement. Moi-même, qui suis pas un consommateur de bière, ça et peux les apprécier bitters. ça. Ça et les bitters. Les bitters dans le sens Amaro ou... Bitters sans alcool, type Ginger bitter, type Artonic bitter, d'accord, oui, etc. Bitters sans Pellegrino. Les spritz sans alcool. Ouais, je vais modérer le truc spritz parce que spritz c'est vraiment un cocktail à mon sens. Mais oui, mais je pense à ça parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont marketés. Oui, autour de ça. Spritz. Saint-Malo, tout ça. Alors que c'est le Aperol-like en fait qui est dans la bouteille, c'est pas un spritz tout près. Typiquement là, dans la cuisine, j'ai un sirop Monin spritz. Ah oui, façon spritz. Tout à fait. Comme ils font le sirop Morito, voilà. Etc. Donc c'est évidemment pas un spritz, mais voilà, on va dire que c'est un sirop d'un Aperol-like pour faire un potentiel spritz sans alcool. Parce qu'il sait pas faire des vrais spritz, du coup, il triche. Ouais, c'est trop compliqué. Il met trop de temps à désalcooliser son bitter. Et d'ailleurs, ça sera le prochain sujet de podcast, c'est les formations de bartender. On va voir comment on peut apprendre à faire des spritz. Oui. Enfin voilà, donc voilà un petit topo un peu de tendance 2025, un peu en vrac. Hein, on n'en a pas développé des mille et des cents, mais bon, on retiendra cocktail on tap, RTD potentiellement, croissance du sans alcool toujours. Les saveurs, important. Les saveurs, voilà. On donne du crédit ou pas à tout ça, mais et le dernier c'était la tendance premiumisation. C'était voilà le luxe. Donc voilà, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le partager. Probablement qu'il y aura d'autres sujets là-dessus plutôt en 2025. Hein, on fera le point. Mais voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Qu'est-ce que j'avais ? Ah oui, dernier quand même à mentionner, parce que je repense à l'interview qu'on a publiée là de Cambridge sur Bar News. C'est évidemment toujours tout ce qui est en lien avec la durabilité. Ouais. Voilà, c'est un peu le marronnier depuis quelques années, mais voilà, je pense à ça parce que typiquement le Cambridge est un bar qui est certifié B Corp maintenant et qui travaille beaucoup là-dessus et qui notamment dans l'interview on parle d'une section de leur menu qui s'appelle Last Chance. En fait, c'est des cocktails avec des... Enfin voilà, quand c'est parti, quoi. C'est en mode anti-gaspi aussi et tout ça. Très bien, ça. Voilà, n'hésitez pas à checker cette interview sur barnews.fr. Sur ce, écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. Sauf si tu as quelque chose à dire. Non. En plus, non. Bon, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis évidemment, à commenter si vous avez des insights à partager. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Avec plaisir. À l'année prochaine. Voilà. C'est oui, comme ça qu'on dit maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Salut à tous. Allez, bonne fête de fin d'année. Ciao, Salut, ciao. Fred.